Nous restons un moment sur la Guinée-Bissau où on évoquait donc la victoire d'Umaro Sissoko Embalo à la présidentielle, victoire confirmée par la Commission nationale des élections qui lui accorde donc 53,55% des voix contre 46,45% à M. Pereira. Le représentant de Umaro Sissoko Embalo au niveau de la commission pour la vérification des PV a dit qu'il n'y a aucun changement. Le travail a été fait d'une façon objective, aucun changement. Par contre, le représentant de Simoes Pereira dit qu'il n'y a absolument rien. C'était juste une consolidation des chiffres, comme l'avait annoncé la CNE. Et nous y étions présents pour faire le constat. La bataille continue, hein, Pasteur Rido. Oui, la bataille continue. Et maintenant, nous étions en train de parler de la nomination du Premier ministre parce que, selon la Constitution, il faut nommer le Premier ministre dans la majorité. Et la majorité est entre les mains du PAIGC. Bon, donc, Domingo Pereira. Donc, vous voyez quand même que ça va, on risque de... Normalement, logiquement, c'est lui qui doit être Premier ministre. Logiquement, puisque c'est lui le chef de parti. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, j'ai écouté quand même le président élu sur France 24 qui disait que lui va nommer le ministre dans la majorité, mais il va choisir celui qui le paiera dans le parti. Et la crise est encore, elle est encore née. Et jusqu'à quand, je crois quand même qu'il va falloir quand même que les responsables, les acteurs politiques en Guinée-Bissau puissent quand même faire un clin d'œil quand même à ce peuple qui est martyrisé, ce peuple qui pendant longtemps souffre des mains de ces acteurs politiques. Et si c'est parti encore de cette façon, la CEDEAO doit encore intervenir pour rappeler les gens à l'ordre et que la Constitution soit respectée. Puis c'est les mêmes personnes, les mêmes personnes issues de PAIGC qui tournent, qui s'affrontent, qui sont à la manette. Et vraiment, il va falloir quand même que s'il faut organiser quand même des états généraux de PAIGC pour pouvoir... Ça rappelle quand même, Basile Agbo, cette histoire de nommer le Premier ministre dans la majorité. Ça ne règle rien. Oui, je me rappelais tout à l'heure des élections de 1994 où le cas LUTD avait la majorité. Sont sortis majoritaires. Oui. Et donc, le président Adema avait tout le loisir de nommer celui qu'il voulait dans la majorité parlementaire. On lui présente une majorité où il y a l'UTD et le cas. Il a choisi le moins de mal. Puisque rien dans la Constitution ne dit dans la majorité. On lui dit la majorité. Donc, il a choisi. Il nomme le premier dans la majorité. Et non, la majorité lui présente un premier. Voilà. Donc, il a nommé Dem Kodjo. Je crois que, vous savez, dans ces cas, il faut toujours penser à ce que le chef de l'État aura une mission qu'il va confier au Premier ministre. Mais on ne peut travailler qu'avec celui en qui on a confiance. Avec qui on s'entend. Avec qui vous vous entendez. Vous ne pouvez pas aller choisir un Premier ministre qui deviendra donc... voilà, et vous allez monter sur un ring. À chaque fois que vous dites quelque chose, il fait le contraire. C'est un pays qui est déstabilisé complètement. Je crois que c'est vrai qu'en Guinée-Bissau, si jamais ça se produit, on s'attend à ce que des trucs comme ça se produisent. Eh bien, il va falloir que les deux comprennent qu'on n'a rien à gagner à aller dans un vigilant encore avec le président de la République pour apaiser le pays. Le pays a trop souffert. Dominique, le responsable de tout ça, quand même, dans un passé pas si loin que ça, c'est José Mario Vache. Évidemment. Lorsqu'il a été élu, je crois, en 2014, et naturellement, il était candidat au nom du PAIGC, du parti majoritaire. Et donc, il a nommé un Premier ministre de la majorité qui est au pouvoir, qui a la présidente, qui a tout. Et le Premier ministre en question était Domingo Pereira. Et un an après, c'est le même beau matin, il les dégage. Et c'est là que la crise vraiment est ouverte entre les deux. Et c'est compliqué. C'est-à-dire que, moi je dis, l'acteur principal de cette crise actuellement que je vois, c'est Manuel Valls. C'est lui qui est vraiment là. Qui est encore là. Et c'est encore lui. Au lieu de soutenir le candidat de son parti, ça aussi. Il a préféré soutenir le candidat de son ennemi. Il s'est présenté en indépendant. Mais s'il était un homme qui veut vraiment la fin de la crise dans ce pays, Dominique, toi aussi, il n'a pas prospéré. Je crois qu'il était en 3e position. En 4e, il arrive. 4e dernière position. Il devait naturellement dire bon, il devait appeler Domingo. Il dit bon, enterrons la rage. Et puis je te soutiens, notre parti reprend. Et puis, bon, peut-être l'histoire allait retenir quand même qu'il a fait. Parce que je vous dis que c'est encore une autre crise qui s'ouvre. Après cette proclamation, il faut nommer le Premier ministre. Le Premier ministre ne peut pas, doit forcément venir du PAIGC.
Et finalement, qu'est-ce qui va se passer s'ils ne nomment pas Domingo Pereira? Et s'ils nomment même Domingo Pereira, qu'est-ce qui va se passer? Peuvent-ils travailler ensemble, en équipe, pour construire ce pays totalement en lambeaux, où les populations souffrent, où la drogue est devenue vraiment... ce pays est devenu une plaque de la drogue. C'est le carrefour. Alors, vraiment, je crois que tout est compliqué et que la CEDEAO doit encore vraiment jouer, retrousser ses manches pour voir comment cadrer. Comment frapper la Guinée. Parce que je crois que la CEDEAO est une force militaire très importante et qu'il faut vraiment qu'il soit aux aguets. Parce que je vous dis que, mine de rien, un coup d'État peut encore survenir. Et vraiment là, ce serait la catastrophe. Quand Dominique dit que c'est une situation très compliquée au niveau de la Guinée-Bissau, parce que on parle de Domingo Simoes Pereira, qui était le Premier ministre limogé par José Mario Vaz, mais nous n'oublions pas que Oumaro Sissoko Embalo a été Premier ministre de Mario Vaz. Et il y a eu cassure entre les deux. Quand vous voyez les trois, je crois que c'est des personnalités importantes qui ont déjà dirigé le pays. Et à ce titre, il devait normalement avoir la grandeur d'esprit pour permettre à la Guinée-Bissau de s'émanciper, de s'épanouir. Non, tous les trois là, quand vous les voyez, c'est des personnalités qui ont déjà dirigé le pays. Ils ont été tous Premier ministre, l'autre est président. Maintenant que ce test Premier ministre qui est devenu maintenant président de la République, il va falloir quand même que ensemble, que le serpent venimeux, c'est Manuel Valls. Qui est une équipe qui s'entende pour pouvoir permettre à la Guinée-Bissau. Parce que c'est important. Parce que tout ce qu'ils font, au fait, ils le font au nom de qui? Qui sont les électeurs? Mais c'est ça. Qui sont ceux-là qui les élisent? Je crois que c'est ça. C'est ce qui est très important aujourd'hui. Donc, c'est vrai quand même que la nomination du Premier ministre va poser de sérieux problèmes. Et dans ce cas, il va falloir quand même que la CEDEAO intervienne. Sincèrement, il ne faut pas céder. Et on ne voit pas Domingo travailler avec Oumaro, ça va être très difficile et ça va bloquer le pays. Le pays risque d'être bloqué parce qu'ils auront le gouvernement, ils ont la majorité, ils auront le gouvernement et le Premier ministre le président va fonctionner comment? Mais c'est aussi cet aspect qui est très important. Il risque de déstabiliser encore la Guinée-Bissau. Je crois que le vrai serpent dangereux, venimeux, c'est Manuel Valls. Vous savez, pourquoi il démet ce Premier ministre? Parce que d'abord, Domingo Pereira, il a chassé du même parti, il a dégagé. Après, il a nommé Embalo Sissoko, il a dégagé. La CEDEAO lui a collé un Premier ministre. Il s'est permis, à la veille des élections, de le dégager. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce dégagisme? Mais beaucoup soupçonnent que lorsque vous êtes Premier ministre et vous voulez trop être regardant dans le trafic de drogue, avant, il se sépare de vous. Parce que, à la veille des élections, on avait arrêté une cargaison de drogue. Et qu'il est intervenu pour qu'on libère ces gens-là. Ça veut dire que c'est un vrai narcotrafiquant. C'est bizarre que la CEDEAO ne voit pas cet aspect. Pour l'arrêter, je dis, il mérite même qu'on l'arrête, qu'on l'emprisonne quelque part pour laisser ce pays prospérer. Pour laisser ce pays évoluer. Je ne sais pas pourquoi depuis là, les embargos même ne le touchent pas. Alors qu'il est avéré, ces interventions prouvent à suffisance qu'il est impliqué dans le trafic de drogue. Or, le vrai problème de ce pays, c'est le trafic de drogue. Alors moi, je crois qu'il est à temps que la communauté internationale puisse ouvrir les yeux sur lui et puis qu'on arrête quoi, les maladies, parce que vraiment... Qu'on le mette hors d'état de nuire. On va continuer maintenant avec la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a signé à résidence depuis son acquittement en janvier 2019 d'accusation de crimes contre l'humanité par la CPI. A réclamé jeudi une libération sans condition. La défense estime que sur le principe, il ne peut être imposé de restrictions à la liberté d'une personne acquittée. C'est ce qu'a déclaré Dov Jacobs, un des membres de l'équipe de défense de M. Gbagbo lors de l'audience. Après leur acquittement, l'ancien président et l'ex-chef des Jeunes Patriotes avaient été libérés sous condition, dont l'obligation de résider dans un État membre de la Cour disposé à les accueillir en attendant le procès. Donc, cette demande de liberté inconditionnelle, Basile Agbo, ce n'est que, ce n'est que justice qu'il réclame. Normalement, la situation qui prévaut sur Gbagbo et sur Blé Goudé ne devrait pas prévaloir en ce moment. Parce que de toutes les façons, on a fait un procès et les gens sont restés en détention pendant des années. Le procès a eu lieu et ils ont été acquittés. Alors, on se permet à Ben Souda, cette dame-là, de revenir, de rebondir. Qui pendant 8 ans n'a pas pu trouver les preuves. Elle rebondit, au lieu qu'on lui dise, mais madame,
Mais soyons sérieux. Vous n'avez pas pu pendant 8 ans trouver des preuves. Ce n'est pas après 8 ans. On la laisse. Et puis... Donc c'est la procédure. Non, écoutez, cette procédure-là, c'est dit que c'est pernicieux. Voilà. On ne peut pas continuer par empêcher, écarter la liberté des individus devant une situation comme celle-là. Vous m'arrêtez pendant 8 ans, vous n'avez pas pu trouver les preuves pour m'accuser. Malgré les magouilles. Malgré tout ce à quoi on a assisté. Des mises en scène. Voilà. Des témoins à charge deviennent des témoins à décharge. Alors, devant une telle situation, la communauté internationale devrait pouvoir dire, mais arrêtez cette mascarade de procès que vous êtes en train de faire contre monsieur. Maintenant, on accepte. Au nom du droit international, on met ce monsieur-là, on dit, bon, vous ne devez pas aller dans vos pays, vous devez rester quelque part. Mais quelle est cette cochonnerie-là? Et puis on reprend la situation comme s'il faut la détenir encore à nouveau. Ce n'est que justice. Il faudrait vraiment que la communauté internationale se mobilise pour qu'on puisse donner la liberté à Gbagbo et à Blé Goudé. Ce n'est pas normal. Voilà. Malheureusement, quand il dit... je bondis justement à qui est la communauté internationale. Malheureusement, je bondis sur ce que mon aîné a dit tout à l'heure, parler de la communauté internationale. C'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui soutiennent, qui disent quand même, vous savez... Qui mettent la pression sur la CPI. Vous savez qu'il y a un dossier politico-judiciaire. Et il ne faut jamais, en parlant de cette situation-là, il ne faut jamais occulter la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui est là. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font qu'on est en train de bafouer quand même les droits. Je crois que les avocats de Laurent Gbagbo ont bien fait de dire qu'on ne peut pas bafouer les droits des citoyens acquittés dans l'espace européen. C'est ça, parce qu'ils ont été déjà acquittés. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien dans le dossier pendant 8 ans, on n'a rien trouvé. Et on a vu toute la mise en scène, tout ce qui a été élaboré, et ils ont fait, malgré tout ça là, les gens qui se rétractent et qui disent, on nous a dit de dire, voilà, on nous a dit de dire. Donc quand vous voyez tout ça là, c'est ce que Gbagbo et Charles Blé Goudé sont en train de subir aujourd'hui. Je crois que c'est toute l'Afrique qui doit être mobilisée. Il revient aux organisations de défense de l'ordre de l'homme en Afrique, il revient à la société civile, il revient à tous citoyens africains de dire que c'est assez. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui ont été restreints. Vous savez, ils ont été restreints parce que jusque-là, leur liberté est restreinte. Il va falloir quand même qu'on se mobilise pour dire non, pour dire quand même que l'injustice qu'ils sont en train de subir, c'est assez et qu'ils doivent être relâchés, purement, simplement relâchés, sans que des conditions, les conditions ne leur soient imposées. C'est dommage. C'est dommage. Et quand on voit l'État de Côte d'Ivoire qui soutient qu'il soit gardé, et vous savez la cause, puisque dans un autre côté on dit il faut qu'il soit libéré pour revenir en Côte d'Ivoire pour se préparer pour l'élection. Et puis quand on dit ça, les avocats n'auraient même pas pu dire ça. Au moins, même si c'est ça, tout le monde sait, on n'aurait pas pu dire ça. Mais quand on dit ça, là, Abidjan est fâché. Abidjan est fâché. On comprend, Dominique, que leur maintien, bon, c'est pas de la détention, mais les restrictions imposées à leur acquittement, c'est justement pour qu'ils ne reviennent pas en Côte d'Ivoire. Ça, on le comprend. En fait, je crois que mon ami Dokom m'a fait sourire tout à l'heure, parce que dans ce pays, lorsqu'il s'est agi de faire le débat sur la CPI, il soutenait mordicus que la CPI doit être là, doit faire ci, doit faire ça. Mais aujourd'hui, il est en train de décrire cette CPI-là. Non, mais je crois que tu as évolué. Tu m'as pas bien suivi. Non, je crois que tu as évolué. Il fallait bien me suivre. La plupart des organisations de la société civile africaine applaudissent à rompre les mains la CPI, qu'elle doit exister pour permettre aux dictateurs de faire ci, de faire ça. Tu m'as pas bien lu. Voilà cette cour pas bien lu, qui est en train d'embastiller Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au vu aussi de tout le monde. On n'a pas besoin d'être vraiment un professionnel en justice pour savoir que c'est vraiment très méchant ce qu'ils sont en train de faire. Jean-Pierre Bemba a été acquitté et on l'a libéré. Il est libre de ses mouvements. Il est allé même au Congo. Il voulait même être candidat. Alors, quelle est cette manière extraordinaire pour Gbagbo, lui, il ne peut même pas sortir de sa commune à Bruxelles. À Bruxelles, il ne peut pas sortir de sa commune sans demander la permission. Mais c'est extrêmement grave. C'est une prison qui ne dit pas son nom. Oui, bien sûr. Alors moi, je dis, si pendant 8 ans, Bensouda n'a pas pu recueillir les preuves nécessaires pour grandir et inculper Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé,
je ne sais pas, elle veut encore combien d'années pour pouvoir trouver ses preuves. Alors moi, je crois que si ces juges, dont on dit qu'ils sont indépendants, ils sont vraiment indépendants, qu'ils puissent vraiment rendre une justice de sagesse pour que la CPI aujourd'hui décriée par les Africains. Parce que c'est de l'injustice criante qui est visible. En même temps, c'est les Africains même qui sont allés signer. Malheureusement, c'est les Africains même qui sont allés signer. Heureusement que le Togo a dit non. Au moins, tu dois saluer ce refus du Togo de signer la convention, le traité de Rome. Parce que c'est de n'importe quoi. C'est une cour totalement assujettie aux réseaux occidentaux. La raison inavouée. Je dis, cette cour, la CPI, est assujettie aux Occidentaux et à leur intérêt. Burundi s'est retiré de la CPI, je crois. Vous savez, par exemple, comment vous pouvez imaginer que Ouattara, qui est tellement puissant, qui a tellement de réseaux, a pu s'imposer jusqu'en... Parce que on sort d'une guerre où il y a deux belligérants. Un gouvernement régulièrement établi, attaqué par une rébellion, et finalement, c'est là le gouvernement établi qu'on accuse de crimes. Est-ce que cette rébellion, quand ils venaient tirer, c'est de l'eau qui sortait de leur fusil? Alors que de l'autre côté, c'est Jean Bemba. Jean Bemba était un rebelle. C'est lui qui est allé à la CPI. Normalement, c'est les deux partis. Et le premier à prendre, c'est Ouattara lui-même. Et Gbagbo, les deux. Et puis Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Bien sûr. Voilà, normalement, si la justice devait être une justice équitable, réelle, impartiale, juste. C'est comment ça devait se passer. Mais malheureusement, la justice étant aussi ce qu'elle est, avec ses la justice étant ce qu'elle était injuste. Très injuste. Très injuste. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est malheureux. Alors, en même temps, cette demande des avocats, bon, même si on la comprend, il y a le côté panafricain aussi qui parle, vous pensez que le contexte prête à ce que les juges aillent dans le sens des avocats? Je dis le contexte en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la justice, c'est pas la justice. C'est ça le gros point d'interrogation. Parce que de toutes les façons, la situation qui prévoit actuellement en Côte d'Ivoire empêche qu'on réalise ce que les avocats sont en train de demander. Parce que la situation, d'abord, il y a le président Ouattara qui a des problèmes avec son ami d'hier. Et maintenant, qu'on lui ajoute encore d'autres problèmes avec le retour. Donc, ce qui a sombré le ciel en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, ce qui est sûr, c'est que Ouattara a toujours une main dans cette affaire et on ne peut pas le lâcher de cette façon. On ne sait pas combien il a mis dans cette balance pour que la situation continue comme ça. Mais de toutes les façons, il a une main très pesante sur la situation-là et sur la Cour pénale internationale dans cette affaire-là. Donc, je crois qu'il sera difficile aux juges, mais alors difficile aux juges d'intervenir en faveur des avocats de Laurent Gbagbo. Sauf si, sur le plan international, en dehors donc de cette cour, sur le plan international, des avis peuvent venir. Donc, ce n'est plus la justice. Ce n'est plus une justice. Exactement. C'est une justice aux mains, aux bottes donc de la communauté internationale. Ou alors même des Occidentaux. Je préfère des Occidentaux que la communauté. C'est malheureux, mais c'est la triste réalité à laquelle nous assistons. Parce que moi, j'imagine que si éventuellement, par extraordinaire, les juges disent, les avocats ont raison, vous êtes totalement libre de vos mouvements. La première réaction pour les deux, c'est de sauter dans un avion pour atterrir en Côte d'Ivoire, où les deux sont sous le coup de 20 ans de prison de condamnation. Tu as bien fait d'évoquer cela, c'est ce que j'allais évoquer immédiatement. C'est vrai quand même que revenir à Côte d'Ivoire, ça va être difficile pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, parce qu'ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Donc, il y a la condamnation qui les attend. Ce qui va dire que dès qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils vont être cueillis à l'aéroport pour encore être jetés. Mais là, il y a un risque. Être jetés en prison. Vous prenez un Gbagbo que vous ramenez en prison en Côte d'Ivoire, il vaut mieux qu'il soit loin que... Non, peut-être on va l'amener à Korogo. Non, mais c'est toujours la Côte d'Ivoire. C'est toujours la Côte d'Ivoire. C'est un gros poisson. C'est un gros poisson. Bon, donc, je crois quand même que, comme Basile l'a dit tout à l'heure, les juges, mais quand même pour donner la crédibilité à la Cour pénale, les juges doivent aller dans ce sens que ils ont été acquittés et qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui pèse encore sur eux pour qu'on puisse les garder. Ou bien, à défaut, dire que bon, ils sont libres
mais il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ça va être encore d'autres choses encore. On n'aura aucune raison à avancer pour les aucune raison. À eux-mêmes de se dire, puisque il y a la situation et nous sommes condamnés, nous ne pouvons pas rentrer. Nous préférons ne pas y aller. Là, c'est librement à eux-mêmes de le dire. Donc, je crois quand même que la situation actuelle en Côte d'Ivoire vraiment déjà donne des étincelles entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Et donc, que les autres reviennent, c'est le souhait, nous, de tous les Africains. Il n'y a aucun Africain aujourd'hui, peut-être que c'est en Côte d'Ivoire seul ou quelques-uns qui sont proches du pouvoir sont en train de faire ça. Mais intérieurement, ils savent que le retour de Laurent Gbagbo et de Charles Goudé va contribuer à plutôt apaiser, à plutôt réconcilier les Ivoiriens. Bon, donc, j'avoue quand même que le juge sera devant un véritable dilemme, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire le droit. Et comme le dit, c'est la justice internationale. Ça, c'est le droit international. Et on ne doit pas, le droit international ne doit pas être sacrifié au profit des intérêts politiques d'un homme. Voilà, c'est ça. Dominique? Oui, moi, ce qui me fait sourire, c'est la condamnation de Gbagbo à Abidjan, qu'il a braqué la BCEAO. Mais ce qui est vraiment curieux, dans le même pays, la rébellion avait braqué la BCEAO de Bouaké. Oui, bien sûr. Et là, on ne condamne pas. C'est au vu aussi de tout le monde. La BCEAO même, c'est plein. On massacrait même plus de 1000 personnes à Bouaké. Si, soit vraiment, c'est... Oui. Non, moi, laisse la fin de... Je parle du braquage de la BCEAO. On dit, on a vu Gbagbo aller braquer la BCEAO à Abidjan. Mais pourtant, on a vu également la rébellion de Ouattara aller braquer la BCEAO de Bouaké. Alors, qui accuse, qui juge, qui condamne qui? C'est ça aussi. Je crois que quelque part, c'est compliqué, ça devient très compliqué pour Ouattara. C'est vrai qu'il a pu maintenir une paix précaire pendant ces 2 mandats, ces 10 ans. Ça, il faut saluer. Il a essayé de relancer le pays. Reste à venir. Vraiment, sur le plan constitution, on a vu des grands chantiers, la Côte d'Ivoire et autres. Mais aujourd'hui, c'est qu'il est dans un engrenage très, très dangereux. Faut-il jouer sur les fibres de la paix? Et là, on laisse Gbagbo rentrer, Blé Goudé rentrer, il est libre de reprendre ses activités politiques. Guillaume Soro aussi rentrer, libre de reprendre ses activités politiques, et qu'on laisse le jeu démocratique se fait librement. Oui. Normalement, c'est la meilleure voie, en fait, qui peut vraiment permettre aux uns et aux autres d'arrêter d'imaginer ces velléités de reprendre les armes. Parce que quand c'est comme ça, les gens sont bloqués. La seule issue. Peut-être qu'ils peuvent avoir des... Parce que tu sais, il y a des trucs qui se passent, mais on ne relève pas. On a attaqué une gendarmerie il n'y a pas longtemps, dans l'Est, on a emporté des armes. On a également attaqué un commissariat, on a emporté des armes. C'est des actes anodins, mais ça peut être les prémices d'une organisation qui peut encore mettre ce pays à feu à sang, dont vraiment nous ne souhaitons pas. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. Il suffit que Ouattara et ses hommes qui sont au pouvoir de mettre en éteignant leur ego. Et puis accepter le jeu démocratique. Et peut-être même dans ce jeu, ils peuvent encore rester au pouvoir. Peut-être dans ce jeu démocratique, c'est vrai, on peut savoir comment truquer ou verrouiller, mais laisser le jeu ouvert à tout le monde. Et là, le pays, mais en bloquant, empêcher ses ennemis, ses adversaires. Demain risque d'être un peu sombre, sauf si Ouattara croit que, bon, avec ses soutiens, il maîtrise tout, il voit tout, et que rien ne peut lui arriver. C'est l'État ivoirien qui envoie des avocats pour empêcher toute libération. Non, mais c'est ça. C'est clair, tu as suivi les avocats, ce que les avocats ont dit. On ne peut même pas s'étonner de ça. Les avocats étaient clairs. C'est tout à fait normal. Mais ce qui reste à faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'il faut penser aux Ivoiriens. Il faut penser au bien du peuple ivoirien. C'est ce que Dominique disait. Il faut que le président Ouattara laisse son écho. Il faut que ceux qui entourent le président Ouattara disent voyons la population. C'est les Ivoiriens qui sont en train de souffrir. Donc, pensons à la pacification du pays. Parce que jusque-là,
La paix n'est pas dans ce pays. Toujours, il y a des prêtres arabes qui sont là. Si on pense qu'on aime vraiment son pays comme on le peut faire à longueur de journée aux Ivoiriens, mais c'est par là qu'il faut passer. Il faut pacifier le pays. Il faut que les Ivoiriens se reconnaissent en Ivoiriens. Houphouët-Boigny n'a pas laissé ce pays comme ça avant de partir. C'est malheureux aujourd'hui. Si ce vieux pouvait se réveiller, voir sa Côte d'Ivoire de cette façon-là, mais il allait retourner dans la tombe exémée. J'ai foutu ma vie en l'air. Nous allons partir pour la pause et on va revenir après le journal pour continuer.